ce théâtre qui est en train de devenir le théâtre public, comme on l'appelle aujourd'hui, c'est-à-dire un théâtre qui est subventionné, il s'appuie sur ces deux piliers principaux que sont vraiment la création et la démocratisation culturelle, l'importance de toucher le peuple. Si le théâtre est financé, c'est aussi et beaucoup parce qu'il doit jouer un rôle particulier auprès de la population. Donc ça se développe petit à petit et c'est une politique qui va s'institutionnaliser au point où effectivement le ministère, le secrétariat d'État aux Beaux-Arts va créer des labels, les centres dramatiques nationaux qui sont créés à l'époque et qui sont ces troupes qui sont labellisées, certaines ont des lieux, certaines n'ont pas, et on les finance au nom de ces deux piliers-là. Ces deux piliers-là, ils sont incarnés à la fois par les chefs de troupe qui travaillent tout autant à la mise en scène en tant que comédien qu'à faire des affiches, qu'à aller chercher le public. Il n'y a pas de distinction des fonctions, c'est très important, contrairement à ce qu'on connaît aujourd'hui. Ce ne sont pas les mêmes qui vont chercher le public qui font la création aujourd'hui. À l'époque, c'est le cas. Et quand on regarde les archives du ministère de la Culture, on voit que les inspecteurs du ministère vont parfois subventionner des troupes dont ils trouvent que la qualité est quand même pas très très bonne, mais bon, ils arrivent à toucher le public, donc on finance quand même. Je me rappelle d'un rapport d'un inspecteur à propos du travail d'une troupe menée dans les Pays de la Loire par quelqu'un qui s'appelle Jean Guichard, qui était aujourd'hui oublié, mais qui était un grand chef de troupe de la décentralisation, et l'inspecteur dit c'est quand même pas terrible, il faut vraiment qu'on renvoie des comédiens de Paris, c'est un bien parisianisme qui existe. Mais bon, en même temps, il fait ça le coup, et les gens ont l'air super contents. Et il ne se passe rien d'autre là-bas, à part que la bourgeois, donc on va financer, etc. Donc cette question du public, c'est un élément fondamental pour ces chefs de troupe, mais aussi pour les gens du ministère qui financent. Voilà, alors ça c'est quelque chose qui se met en place, qui va s'élargir, qui va se multiplier, c'est-à-dire que ces troupes, elles vont faire des petits un peu partout en France, dans plein de campagnes, etc. Et puis avec de manière quasi systématique le soutien du secrétariat d'État aux Beaux-Arts qui va aider à l'implantation, donner un petit peu d'argent, etc. Dans un contexte où il faut bien le dire, les mairies locales parfois ne sont pas toujours très favorables à ces troupes-là, ou alors elles vont aider mais pas trop, etc. Alors pas toujours favorable parce que parfois, effectivement, quand ce sont des chefs de troupe très étiquetés communistes, ça frotte un peu politiquement. Oui, donc il y a parfois des tensions et donc c'est vrai que ces troupes-là comptent un peu sur le soutien du ministère. Alors petit à petit, au fur et à mesure que ça se développe, il va y avoir aussi des désaccords sur les manières de faire entre les troupes, avec des écoles un petit peu différentes. Au départ, c'est ce théâtre populaire qui est beaucoup porté par la figure de Villard, qui joue un rôle extrêmement important, très prescripteur dans le milieu. Alors Villard, avec le Festival d'Avignon, mais le grand modèle, c'est plutôt le TNP, puisque c'est un théâtre fixe, donc c'est pas tout à fait les mêmes modèles non plus de recherche du public que le Festival d'Avignon. Et puis petit à petit, effectivement, dans les chefs de troupe, il va y avoir des débats sur le rôle du théâtre, sur quel public on va toucher. Alors je m'explique, c'est que petit à petit, les metteurs en scène communistes, notamment, vont se différencier en disant mais non, on ne veut pas faire un théâtre de communion, on veut faire un théâtre qui divise au sens, on veut faire un théâtre classiste, un théâtre de lutte des classes. Alors c'est influencé par Bertolt Brecht, qui est un dramaturge allemand communiste, qui considère que le rôle du théâtre, c'est effectivement un rôle de politisation et de réflexion sur le monde pour permettre à la classe ouvrière, parce que c'est la cible principale à l'époque, de s'émanciper de sa propre condition. Donc c'est un théâtre qui ne doit pas seulement éduquer ou créer des références communes, mais qui doit permettre de contester sa propre situation sociale. Donc il va y avoir des modèles différents, et notamment des modèles qui vont s'implanter dans des communes communistes. Donc là, c'est des modèles qui sont moins implantés en ruralité que des modèles, beaucoup dans la couronne rouge parisienne, mais il y en a aussi autour de Lyon. Enfin, toutes les grandes villes ont leurs troupes, disons, d'obédience communiste, et qui, elles, vont cibler spécifiquement la classe ouvrière, très clairement, et qui vont effectivement travailler un répertoire qui sera moins le répertoire classique. C'est-à-dire que c'est
le répertoire classique. Je pense que vous avez tous vu des images de Gérard Philippe au Conan, Jean le Prince de Hambourg. Le côté effectivement de ces metteurs en scène communistes, c'est pas tant l'idée que d'avoir plutôt du Brecht, etc., ou d'écrire des pièces à vocation sociale. Donc on voit que même dans cette période-là, des années 50, de défense du théâtre populaire, il y a déjà des manières de penser le public et le rôle du théâtre qui diffèrent en fait. Il n'y a pas forcément une grande homogénéité sur les manières de travail. Alors tout ça, ça évolue et ça se développe, en tout cas ça évolue à travers notamment des revues, etc., tout au long des années 50, jusqu'à un début d'institutionnalisation plus marqué à partir de 59, c'est la création du ministère des Affaires culturelles. Je ne vais pas m'appesantir là-dessus, donc Malraux prend les rênes de ce premier ministère qui est créé, et le ministère va avoir à cœur en fait de structurer cette décentralisation dramatique, mais au lieu de la structurer sur les bases qui avaient été celles des troupes du théâtre populaire, c'est-à-dire sur cette articulation de recherche du public et de création, Malraux a une vision un petit peu différente et lui va opter plutôt pour une séparation du culturel, de l'éducation populaire. Certains d'entre vous connaissent peut-être cette histoire, mais Malraux, effectivement, quand il arrive au ministère, il décide de mettre les associations d'éducation populaire du côté de jeunesse et sport, et puis tout ce qui est culturel, les centres dramatiques, les maisons de la culture, du côté de la culture. Donc il sépare le rôle de l'éducation populaire de celui de la culture. Ce qui à l'époque est un non-sens pour les acteurs, puisque les acteurs culturels, les troupes, travaillent en très fort lien avec les associations d'éducation populaire, en fonction de leur implantation. Donc ça peut être des associations des groupes pop plutôt catholiques en Bretagne, la Fédération des œuvres laïques en Bourgogne parce qu'ils sont très implantés, Peuple et Culture, je ne sais pas où, etc., etc. Mais bon, Malraux opte pour une coupure, et puis même une coupure même secondaire, parce qu'au sein du ministère de la Culture, il décide de séparer le théâtre, disons, en deux types de lieux. Un lieu que sont les centres dramatiques nationaux qui doivent être dirigés par des artistes, et où on doit créer des œuvres, créer des spectacles. Et puis d'autres lieux que sont les maisons de la culture, qui doivent être dirigés par des animateurs. Les animateurs, ce ne sont pas des artistes, ce sont ceux dont le métier est de rechercher des publics potentiels et de faire le lien entre l'œuvre et le public. Et ça aussi, c'est nouveau, parce que je vous disais jusqu'ici, les chefs de troupe, ces fameux chefs de troupe, ils se disaient animateurs, c'est-à-dire qu'ils étaient à la fois créateurs et animateurs. Et l'idée de séparer ces fonctions-là, pareil, n'avait pas de sens. Alors, c'est intéressant parce que là, on est dans un cas où, finalement, cette séparation, petit à petit, elle va avoir des effets. Mais ça va être lent. Elle va avoir des effets parce qu'on va différencier les formations. Entre l'éducation populaire et le monde de la culture, il y a des formations différentes qui sont créées, on différencie les financements, on différencie les critères aussi de financement, etc., etc. Alors pour autant, cette séparation institutionnelle, on dit souvent que dans la culture, il y a une séparation entre l'éduc pop et la création en 59. En fait, ce que moi je montre, c'est que c'est pas si vrai, parce que les acteurs de la culture, jusqu'au début des années 70, résistent en fait très largement à ces séparations. Et dans la pratique, on a des troupes qui continuent à travailler avec les associations d'éducation populaire, des metteurs en scène qui continuent à se soucier très fortement du public et qui sont loin de déléguer la totalité du travail de recherche du public à des animateurs. C'est un choix de travail d'équipe, mais du coup tout le monde met un petit peu la main à la pâte sur ces différents éléments-là. Et voire même les années 60, alors qu'il y a eu cette coupure, en fait, c'est des grands moments d'expérimentation dans cette articulation entre faire des créations qui sont parfois extrêmement innovantes en termes esthétiques et en même temps travailler sans arrêt, sans relâche à la recherche d'un public populaire. Alors c'est le cas, et donc souvent ça se fait un peu au doigt mouillé, à l'intuition, il n'y a pas du tout de recette magique. Donc ça se fait en fonction des lieux où on habite, des lieux où on travaille plutôt, et puis en fonction de ce qu'on a expérimenté avant. Donc par exemple, je peux vous donner des exemples. Il y a un exemple que je trouve intéressant, c'est quelqu'un qui s'appelle Didier Béraud, qui a dirigé la Maison de la Culture de Grenoble. Et lui, c'est quelqu'un qui a travaillé au Maroc en tant qu'animateur jeunesse. Il a beaucoup utilisé le théâtre.
Et il a fait énormément de théâtre amateur au Maroc pendant des années et des années. Et puis il a aussi été comédien dans des troupes de théâtre populaires, à la Comédie de Saint-Étienne notamment, qui était une grande troupe de théâtre populaire. Et donc lui, quand il arrive à la direction de la Maison de la Culture, il va faire un peu des deux. C'est-à-dire qu'il va à la fois programmer ses troupes de théâtre populaire, mais comme il a été très marqué par la question de la pratique amateur, il va énormément travailler cette question de la pratique amateur. Donc il va travailler avec des animateurs, un animateur par discipline artistique, et l'idée c'est de travailler l'articulation de la pratique amateur jusqu'au devenir spectateur, comment on travaille ça. D'autres vont travailler extrêmement différemment. Par exemple, les fameux metteurs en scène communistes dont je parlais, ils vont expérimenter des tas de choses. Alors ce sont des marxistes convaincus, beaucoup d'entre eux à l'époque, beaucoup de ces metteurs en scène sont encartés au Parti communiste, les plus jeunes se passent par l'UNEF, certains au PSU, etc. Et donc ils vont tâcher d'expérimenter un peu les préceptes, les discussions du Parti communiste dans leur théâtre. Donc différentes expériences qui sont menées. Par exemple, un gars qui s'appelle Jacques Kramer, qui est quelqu'un qui est plutôt issu d'une certaine bourgeoisie nancéenne, etc., qui fait le conservatoire à Paris, dans des endroits un peu chics, puis qui décide, parce qu'il est marxiste, de monter le théâtre populaire de Lorraine, et lui, il va écrire des pièces sur le monde de la sidérurgie et de la métallurgie, et il va jouer en usine pendant plusieurs années, etc. Voilà, il va coécrire des pièces avec des ouvriers pour essayer de travailler cette question de qu'est-ce que c'est être ouvrier, qu'est-ce que c'est que les conditions de travail d'un sidérurgiste dans les années 60 en Lorraine. Quelqu'un qui est un peu plus connu, qui s'appelle Gabriel Garand, qui travaille à Aubervilliers, dans une commune communiste, dont l'adjoint est Jack Rabbit, pour ceux qui connaissent. Lui, la question qui se pose, c'est de dire, à Aubervilliers, l'écrasante majorité des gens qui habitent à Aubervilliers sont des ouvriers, et beaucoup d'entre eux sont immigrés et ne parlent pas le français. Donc il va monter des spectacles, il va faire traduire Brecht en dialecte algérien, parce qu'il y a beaucoup d'Algériens, il va le faire traduire en portugais, et puis il va jouer des pièces dans différentes langues. Lui aussi, il va beaucoup mobiliser la pratique amateur, mais lui, carrément, en faisant ses créations avec des ouvriers amateurs qui vont jouer sur scène, considérant qu'il y a deux espaces d'émancipation, la compréhension du texte et puis le fait de pouvoir jouer. Voilà, Roger Planchon va jouer en musique, etc., travailler avec les comités d'entreprise. Donc il y a des tas d'expériences qui sont menées, et qui sont menées, ça c'est important, en s'appuyant toujours sur beaucoup de relais. Alors, je vous disais, dans les années 50, on s'appuie beaucoup sur les relais d'éducation populaire. À partir des années 60, les relais aussi très importants qui se mettent en place, ce sont les relais syndicaux. À l'époque, notamment un syndicat comme la CGT, donne à la culture en fait un rôle extrêmement important et investit beaucoup la culture. Et donc les comités d'entreprise sont en fait des lieux qui sont très investis et donc vont se constituer petit à petit des relais très intéressants pour les théâtres qui sont situés dans ces banlieues, etc., qui sont des animateurs qui sont eux-mêmes ouvriers syndiqués, qui vont se retrouver à travailler dans le CE, à développer des pratiques d'animation et de médiation, on n'appelle pas ça médiation à l'époque, mais de médiation spécifique à destination des ouvriers, et puis qui vont progressivement, pour certains d'entre eux, être embauchés même dans les théâtres en tant qu'animateurs, en tant que relais privilégiés. C'est un élément important parce que ce qui permet cette articulation entre création et effectivement classe populaire, etc., c'est aussi des gens comme ça. Ça tient aussi beaucoup à certaines personnalités qui connaissent les deux univers et qui savent faire le lien, qui savent aller motiver les ouvriers en disant oui, bon c'est vrai, c'est un peu un télo, Brecht c'est pas toujours si simple, mais tu verras, ça va t'apporter des choses, etc. Et qui peuvent aussi dans les théâtres dire là il est trop compliqué ton spectacle, ou c'est un peu long, ou on ne comprend pas, ou là tu risques de pas toucher, etc. Et donc ce sont des relais extrêmement importants. Donc,